journal. Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: réouverture au plus vite des frontières terrestres et maritimes fermées pour cause des coronavirus. Les 8 pays de l'UEMOA sont d'accord, mais d'une façon concertée. Pendant ce temps, un protocole sanitaire a été approuvé hier par le Conseil de l'OACI pour la reprise des activités dans le secteur aérien. Aujourd'hui, 2 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux. En ce jour mémorable, la communauté internationale invite les uns et les autres à plus de respect de la vie et de la dignité humaine. Allusion faite au tourisme sexuel. Et puis sport football, l'Allemagne poursuit son championnat sans faille. La 30e journée est au programme ce mercredi. Le choc du bas du tableau oppose Brême à Francfort. Radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique dans la journée de vendredi 29 mai 2020 aux environs de 9 heures, un grave incendie ayant occasionné la mort d'une fillette de 3 ans calcinée, 3 blessés et d'importants dégâts matériels a ravagé une villa inachevée à Agoué, à Nonkoui, à Lomé, où vivent plusieurs locataires. De l'enquête ouverte pour élucider les circonstances de ce sinistre, il est apparu, selon les premiers éléments recueillis, qu'il y avait stockage illicite de l'essence par une des locataires destinés à la vente. Un vent aurait emporté le feu d'un foyer vers l'endroit où était entreposé le carburant, déclenchant ainsi l'incendie qui s'était propagé dans la maison. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser le feu qui malheureusement a engendré les dégâts ci-dessus mentionnés. Également dans la journée du 31 mai 2020 à Dapaon, quartier Tingban, les articles d'une boutique d'alimentation générale sont partis en fumée suite à un court-circuit électrique qui a créé un incendie dû au carburant frélaté vendu par le tenancier. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile attire une fois encore l'attention de la population sur le danger que représente le stockage des produits pétroliers dans des maisons d'habitation ou autres lieux non appropriés et rappelle à tous que ce trafic reste strictement interdit. Il incite les usagers de la route à s'approvisionner dans les stations-service, surtout que le gouvernement fait un grand effort de revoir à la baisse les prix à la pompe des produits pétroliers en fonction du cours du brut à l'international. Il présente au nom du gouvernement ses sincères condoléances à la famille éplorée et souhaite une prompte guérison aux blessés. C'est le ministre de la Sécurité, le général de brigade Yark Damham, qui a signé le communiqué. Aujourd'hui, 2 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux. Le tourisme sexuel fait partie des perversions les moins avouables de nos sociétés libérales et libérées. De nombreuses associations laïques ou confessionnelles, les églises, des organismes officiels se sont engagés dans la lutte contre ce tourisme qui foule au pied toute dignité humaine ne visant qu'à consommer une marchandise. Geneviève Pognou. Parmi les prises de position contre ce tourisme honteux, il y a l'Union européenne qui apporte aussi sa pierre en luttant contre le tourisme sexuel impliquant des enfants. L'Église catholique, elle autre, milite depuis toujours pour le respect de la vie et de la dignité humaine et agit pour la promotion d'un tourisme chrétien respectueux de ses valeurs. L'Association contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins de prostitution, ECPAT,
quant à elle, lutte depuis de nombreuses années contre ce fléau. Le CPAT est un réseau international d'organisations travaillant ensemble afin d'éradiquer la prostitution enfantine, la pornographie enfantine et le trafic d'enfants à des fins sexuelles. Elle encourage la communauté mondiale à veiller à ce que chaque enfant puisse partout bénéficier de ses droits fondamentaux librement et à l'abri de toutes les formes d'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le CPAT possède le statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. En ce jour mémorable, la communauté internationale invite les uns et les autres à plus de respect de la vie et de la dignité humaine. Et puis ce communiqué, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 6e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le jeudi 4 juin 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, lutte contre la pandémie du coronavirus. Les 8 pays de l'UMOA sont d'accord pour la réouverture au plus vite des frontières terrestres et maritimes. Mais elle ne pourra intervenir que lorsque la pandémie du coronavirus aura été maîtrisée et devra être réalisée de façon concertée. Au Togo, l'aéroport est fermé depuis le 20 mars et pour l'heure, l'épidémie n'a pas encore montré des signes de recul. Pendant ce temps, l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, vient de rendre sa copie sur son protocole sanitaire dans le secteur aérien. Un guide de bonne pratique qui fait notamment du port du masque, des contrôles de température et de la désinfection des avions, un préalable nécessaire pour minimiser le risque de transmission du virus tant dans les infrastructures aéroportuaires qu'à bord des avions. Bénédicte Kanda pour... Après avoir été cloué au sol et mis financièrement à genoux, le secteur du transport aérien réclamait une harmonisation des règles afin de rassurer les passagers et les États qui ont pour beaucoup fermé leurs frontières dans l'espoir d'enrayer la propagation de l'épidémie. Un protocole sanitaire élaboré conjointement avec l'Organisation mondiale de la santé et l'Association internationale du transport aérien a été approuvé hier par le Conseil de l'OACI. Les recommandations se veulent, selon l'organisation, un cadre visant aussi bien la sécurité des passagers que celle des personnels dans les aéroports comme à bord des avions. Concrètement, le voyageur devrait présenter dès son arrivée à l'aéroport une déclaration de santé et subir un premier contrôle de température. L'enregistrement en ligne avant d'arriver à l'aéroport doit être privilégié. De même, l'organisation recommande aux aéroports de redéfinir d'un point de vue logistique les vérifications de passage au contrôle de sécurité, l'objectif étant de limiter les contacts physiques et les files d'attente. Le port du masque doit être obligatoire à l'intérieur du terminal dans lequel une distance physique d'au moins 1 mètre doit être respectée. Il en est de même à bord des appareils. Une fois dans la cabine, les passagers doivent garder leur masque et se déplacer le moins possible pendant le vol en évitant les files d'attente, notamment vers les toilettes, pour ne pas risquer de contaminer les autres passagers. Bénédicte Kanda, qu'en est-il au niveau des places assises? Une distance physique d'au moins 1 mètre peut-elle être respectée? L'OACI ne préconise pas de neutraliser un siège sur 2 pour assurer la distanciation physique, un système qui ne fait pas l'unanimité chez les opérateurs de transport qui y voient une menace économique pour leur business. L'organisation recommande vivement que les voyageurs soient aussi éloignés le plus possible les uns des autres selon le taux d'occupation de l'avion. Par ailleurs, la nourriture à bord devra être préemballée, de même que l'aéronef doit être désinfecté régulièrement. Il va sans dire que de nouveaux contrôles de température doivent être effectués sitôt l'avion arrivé à destination. À noter que les changements imposés au secteur aérien pour lutter contre l'épidémie sont, selon l'OACI, les plus importants depuis les mesures de renforcement en matière de sécurité qui ont été édictées au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.
L'OACI estime enfin que la pandémie de coronavirus pourrait réduire de 1,5 milliard le nombre de passagers d'ici la fin de l'année. Merci à toi Bénédicte Kanda. Il faut le rappeler, l'Afrique comptait hier lundi 1er juin 147 099 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 4 228 personnes sur le continent selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Les pays les plus touchés par l'épidémie sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie. Le Niger, le Cameroun, le Burkina Faso et la Tanzanie sont en train d'ouvrir en partie leurs écoles, comme nous le précise ici Edouard Sono. Reprise des classes des élèves des niveaux primaires hier lundi au Niger. Les établissements étaient fermés depuis le 20 mars dès l'apparition des premiers signes du coronavirus dans le pays. Les maternelles, en revanche, restent chez eux. Les classes seront divisées en 2 groupes pour respecter la distanciation sociale. Les écoles et les universités du Cameroun, fermées depuis le 17 mars, ont également rouvert leurs portes. La rentrée des classes concerne uniquement les élèves qui ont les examens en fin d'année dans le primaire et le secondaire. Au Burkina Faso, ce sont les élèves des classes d'examen qui sont retournés au cours ce lundi. Aucun calendrier n'a pour l'instant été élaboré pour les autres classes. La Tanzanie rouvre également les portes des classes pour les élèves en dernière année d'enseignement secondaire et les étudiants. Le Congo-Brazzaville soumet au test de dépistage du Covid-19 le personnel éducatif pour le retour à l'école. Cette rentrée prévue pour ce mardi concerne uniquement des milliers d'élèves candidats aux examens d'État. Revirement de la situation en Afrique du Sud. Alors que les écoles devaient rouvrir leurs portes ce lundi pour les élèves en dernière année d'enseignement primaire et secondaire, la ministre de l'Éducation a finalement reporté d'une semaine la reprise des cours. Ce délai supplémentaire permettrait l'envoi de matériel de protection pour assurer la sécurité des enseignants et des enfants. C'est également le vœu des syndicats. Dans le même temps, de nouvelles mesures d'assouplissement entrent en vigueur dans le pays aujourd'hui. Il s'agit de la réouverture des lieux de culte avec une limite de 50 fidèles, de la reprise du trafic aérien interne pour le déplacement lié au travail. Le Ghana lève l'interdiction des prières collectives depuis vendredi, mais à condition que ces prières ne rassemblent pas plus de 100 personnes et durent moins d'1 heure. Le président Nana Akufo-Addo a annoncé d'autres assouplissements des restrictions en vigueur. Les conférences, les mariages, les activités politiques peuvent de nouveau se tenir, mais également sans dépasser la barre des 100 participants. Les frontières restent en revanche fermées et les événements sportifs sont toujours interdits. Vous l'avez compris, c'est la page des sports. Un choc du bas du tableau met aux prises Brême et Francfort à l'occasion de la 30e journée du championnat d'Allemagne. Les affiches qui s'étalent sur une semaine débutent ce mercredi. Théophile Dandakou. Avant-dernier au classement avec 25 points, Werder de Brême à domicile ce mercredi soir a le devoir de prendre le dessus sur Francfort, classé 12e avec 32 points. Une victoire est capitale pour l'une ou l'autre des 2 formations d'ailleurs à cette journée de la fin de la Bundesliga. Lors de la 29e journée ce lundi, Leipzig a gagné Cologne 4-2. Avec cette nette victoire, Leipzig monte sur le podium en totalisant 58 points, juste derrière Dortmund 60 points et loin derrière le Bayern Munich 67 points. La lutte pour le titre semble donc gagnée par les Bavarois, mais les places européennes cristallisent les esprits. C'est le cas de Mönchengladbach, 4e à égalité de points avec le 5e Leverkusen. Le 6e Wolfsburg a aussi le même nombre de points que son poursuivant immédiat Hoffenheim. Par contre, sont en lutte pour le maintien Fribourg, Hertha Berlin, 38 points chacun, Schalke, 37 points. Le reste du calendrier de la 30e journée se poursuit vendredi. En Espagne, le calendrier de la reprise a été publié. Le 11 juin prochain, la 28e journée va opposer Grenade à Getafe de Yendakunam. FC Barcelone, le leader, joue en déplacement contre Majorque. Le Real Madrid accueille Eibar. Terminons cette page avec de l'athlétisme. La double championne olympique de javelot, la Tchèque Barbora Spotakova, s'est imposée avec un jet à 63,69 mètres ce lundi lors de la reprise de la saison en République tchèque.
âgée de 38 ans, Spotakova était la tête d'affiche d'une soirée baptisée Retour en piste. Au total, 173 stades à travers tout le pays ont accueilli les athlètes après 2 mois et demi de suspension. Voilà qui marque la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter. Réouverture au plus vite des frontières terrestres et maritimes fermées pour cause de coronavirus. Les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, 8 mois, sont d'accord, mais d'une façon concertée. Pendant ce temps, un protocole sanitaire a été approuvé hier par le Conseil de l'OACI pour la reprise des activités dans le secteur aérien. Aujourd'hui, 2 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux. En ce jour mémorable, la communauté internationale invite les uns et les autres à plus de respect de la vie et de la dignité humaine. Allusion faite au tourisme sexuel. Puis sport, football, l'Allemagne poursuit son championnat sans faille. La 30e journée est au programme ce mercredi. Le choc du bas du tableau oppose Brême à Francfort. Rubrique sensibilisation, plusieurs partenaires assistent le Togo dans sa réponse à la pandémie du Covid-19. Aux côtés des aides qu'apportent les citoyens nationaux, le PNUD intervient à 3 niveaux pour appuyer le Togo à stopper la pandémie. Il s'agit du renforcement du système sanitaire en matériel d'équipement de protection, soutien aux réponses des impacts socio-économiques et l'appui au secteur privé. La rubrique sensibilisation en parle ce mardi, c'est avec Alice Berthe Barandao. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, à l'instar des autres organes du système des Nations Unies, comme beaucoup d'institutions, associations et des nationaux, accompagne le Togo à pouvoir faire face à la pandémie du coronavirus. Le représentant du PNUD au Togo, Alioune Dia, salue les efforts du gouvernement pour les mesures préventives prises à temps, ce qui fait que la pandémie se stabilise au Togo. Je voudrais d'abord féliciter le gouvernement de la République togolaise, en premier le chef de l'État, pour la prise en charge extraordinaire qui a été faite de la pandémie au Togo. Le Togo est aujourd'hui cité en exemple parmi les pays qui ont su gérer, ont su prendre des mesures dès le début, bien avant même qu'il y ait un cas au Togo. La prise en charge, en tout cas la prévention, a été vraiment importante. Donc je voudrais un peu, au nom du PNUD, au nom de l'ensemble du système des Nations Unies, au nom du coordonnateur résident du système des Nations Unies, remercier l'ensemble du gouvernement et pour tous les efforts qui sont entrepris jusqu'à aujourd'hui. Donc au départ, c'est-à-dire en mars, début mars, quand on a eu le premier cas, effectivement, le PNUD a commencé à regarder quelles sont les actions majeures sur lesquelles nous devrons certainement accompagner le gouvernement. Mais ceci a été facilité parce que le gouvernement, comme je disais tout à l'heure, a pris les devants et a élaboré un plan de réponse national. Et donc nous, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est qu'une petite contribution à la mise en œuvre de ce plan de réponse national, qui s'inscrit aussi, les actions du PNUD s'inscrivent aussi dans le plan d'appui que le système des Nations Unies, de manière générale, de manière intégrée, a élaboré avec l'ensemble des agences du système des Nations Unies pour accompagner la mise en œuvre du plan de réponse. Le programme d'aide du PNUD se décline en 3 niveaux et touche presque tous les secteurs afin de soutenir toutes les couches sociales. Aujourd'hui, le PNUD intervient à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le renforcement du système sanitaire. Parce que, comme c'est une crise sanitaire, le plus urgent aujourd'hui, c'est de sauver des vies, c'est carrément de stopper la pandémie au Togo. Et je pense que ça, des efforts importants ont été faits. D'ailleurs, bien avant que les partenaires ont commencé à acquérir des équipements, je crois que sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement a déjà acquis un lot important d'équipements pour la prise en charge. Donc, pour nous, le renforcement du système sanitaire est important.
Et c'est dans ce cadre-là que le PNUD a pu dégager une enveloppe autour de $1 million pour acquérir des matériels et des équipements de protection à hauteur de 139 733 931 francs CFA. Ça, c'est des équipements que nous avons commandés. On a commencé à les recevoir. Une bonne partie est en train d'arriver. Donc, les équipements de protection, c'est tout ce que vous entendez comme masques, des gants, tout ce qui va, même des combinaisons d'équipements pour les médecins et pour les infirmiers, etc. Donc, il y a aussi des équipements de réanimation que nous avons acquis à hauteur de 298 millions de francs CFA. Donc, c'est des équipements qui sont commandés en Chine et qui vont certainement arriver cette semaine, je crois. Donc, il y a aussi tout ce qui est pris en charge du matériel roulant. Donc, c'est des ambulances que nous avons acquis. Et des cliniques mobiles qui seront aussi mis à la disposition du gouvernement dès que le matériel arrive sur Lomé. Donc tous ces équipements ont été embarqués sur Lomé. Les autres niveaux d'intervention du PNUD est une réponse aux impacts socio-économiques du Covid-19 sur les groupes vulnérables au Togo et sur les aspects de la sensibilisation à la population. Le Covid n'est pas simplement une crise sanitaire, c'est aussi une crise sociale, c'est aussi une crise économique. Vous avez vu un peu l'impact économique au niveau mondial. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important que les Nations Unies, de manière générale, sont en train de regarder. Les Nations Unies ont élaboré un cadre sur le relèvement socio-économique qui est en train aujourd'hui d'être discuté et qui permet au système des Nations Unies d'accompagner les gouvernements. Et dans ce sens, le PNUD a déjà pris les devants. On travaille avec le ministère de l'Économie et des Finances, avec lequel nous avons fait une étude d'impact sur les conditions socio-économiques des ménages des groupes vulnérables au Togo. Donc c'est vraiment pour voir de manière beaucoup plus détaillée, de manière plus approfondie, au niveau macro, au niveau micro, quel est l'impact du Covid sur l'économie togolaise. Donc, l'autre aspect que nous sommes en train de regarder aussi, c'est le travail que nous sommes en train de faire avec le secteur privé, notamment la Chambre de commerce. Nous avons fait effectivement avec la Chambre de commerce une étude qui analyse un peu les effets du Covid sur le secteur privé au Togo. Alors, toujours sur les aspects socio-économiques, nous avons au PNUD lancé un programme de 680 millions pour accompagner les PME, les petites et moyennes entreprises et les start-up, donc pour pouvoir faire face au Covid. En plus de cela, donc pour limiter la propagation du virus, nous sommes en train de travailler avec l'INAM, avec le Nunya-Lab et avec même l'Université de Lomé sur la production, sur la fabrication de masques qui sont réutilisables. Donc nous sommes en train de travailler sur la fabrication d'1 million de masques qui seront certainement réutilisables. Donc il y a un peu ces aspects que nous sommes en train de regarder, mais beaucoup plus en détail, nous sommes aussi en train de regarder toute la question qui est liée à la résilience communautaire, la protection des droits de l'homme. Parce que ça aussi, c'est des aspects qui sont assez importants dans le cadre de la réponse au Covid. Les interventions sont aussi localisées dans les régions. Donc du coup, on n'intervient pas seulement à Lomé, on intervient aussi dans les autres régions, notamment dans la région centrale, où nous avons des interventions qui visent à réduire la vulnérabilité des femmes et des filles durant la période de la pandémie et d'accroître l'implication du leadership des femmes dans la riposte contre la Covid. Donc ce que nous envisageons de faire, c'est de mener des campagnes de sensibilisation qui vont au moins toucher 1000 femmes, leaders, jeunes filles de leur communauté afin de mettre à disposition de ces femmes-là des masques et des kits de protection, etc., et des kits d'hygiène. Donc il y a aussi toute la question de la sensibilisation, de la conscientisation des populations, donc des 33 cantons frontaliers du Ghana, de la région des Savanes sur le Covid et les conséquences y afférentes. Ensemble et collectivement, apportons nos aides pour la riposte contre le Covid-19 au Togo. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg